Alors, tout de suite. Donc, rebonjour tout le monde, rebonsoir tout le monde, bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence euh, sur le rôle de la protéine spike dans les troubles hormonaux. Donc, avant de commencer, il s'agit là d'une conférence qui est organisée en préparation à la deuxième édition du Congrès international de micronutrition qui aura lieu donc les 13 et 14 octobre prochains, les 13 et 14 décembre, pardon, prochains, euh, en Tunisie, donc à Monastir. Donc, je vous en parlerai à la fin de cette conférence un peu plus pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc, la thématique de cette conférence, elle rentre justement dans la grande thématique du congrès qui aura lieu donc en décembre. Euh, Dans la thématique concerne justement le Covid lent, le syndrome post-Covid et ses répercussions et sur différentes fonctions physiologiques et métaboliques et les recommandations et de prise en charge dans ce sens-là. Donc, on en parlera à la fin de cette conférence. Donc, le but de cette conférence, c'est de faire un topo général sur, sur l'impact de la protéine spike, qu'elle soit d'origine virale ou d'origine vaccinale, sur les fonctions hormonales. Bon, on ne pourra pas tout voir ici parce que le sujet est extrêmement complexe et très vaste, mais vous allez voir, je vous ai fait un petit résumé qui va vous donner certainement surtout des pistes de réflexion et peut-être certaines réponses à des cas que vous avez peut-être observés dans votre pratique courante ou autour de vous dans votre famille. OK? Tout le monde a compris que depuis la pandémie Covid, il y a eu un avant et un après. Un avant et un après pour tout, y compris pour la santé en général des gens et également pour un certain nombre de maladies. Donc, il y a un certain nombre de maladies qui, dans la prévalence, a augmenté considérablement après le Covid. Euh, Tout le monde est au courant sur le fait voilà, qu'il y a eu beaucoup de complications cardiovasculaires, soit dues à l'infection Covid, soit dues aussi à certains vaccins, notamment les vaccins type ARN messager. Des problèmes liés à la fertilité, des problèmes liés à des pathologies auto-immunes, des problèmes de réactivation virale notamment. OK. Donc, il y a eu un tas de problèmes et parmi ces problématiques-là, on a ces troubles hormonaux. Il n'y a pas que les troubles hormonaux que provoque cette protéine spike, il y a aussi tout ce qui est lié au fonctionnement du cerveau, du système nerveux, avec par exemple les problèmes de brouillard mental, les troubles du sommeil, la baisse des fonctions cognitives, la mémoire, etc., etc. Donc il y a un vrai problème lié à la toxicité de cette protéine spike et au fait que ça reste longtemps. Donc, soit la spike virale ou la spike vaccinale. Je vais vous expliquer un petit peu juste après la différence. Donc, ça, c'est une protéine spike. Donc, vous voyez que c'est une grosse protéine complexe, euh, ok, comme ce qu'on trouve dans beaucoup de virus d'ailleurs et de coronavirus. C'est toujours des protéines très complexes qui ont des fonctions diverses et variées et extrêmement complexes. Donc le virus SARS-CoV-2, qui est le virus de la COVID, comme vous savez, il a cette protéine qu'on appelle la protéine spike ou la protéine de pointe. D'accord? Cette protéine de pointe ou cette protéine de spike est une protéine qui a une certaine toxicité et qui a aussi une certaine fonction. Dont une des fonctions majeures, c'est la fixation du virus sur la cellule. Et alors, toutes les cellules qui expriment le récepteur ACE2, ça c'est on va dire, le récepteur ACE2, c'est le récepteur de l'angiotensine 2. Et donc, ce récepteur-là, ACE2, il a un site actif qui se fixe sur un autre site actif de la protéine spike. Et c'est comme ça que le virus vient se connecter à la cellule, se fixer carrément à la cellule et ensuite fusionner sa membrane avec la membrane de la cellule pour larguer le matériel génétique qu'il a à l'intérieur. OK? Donc, dans ce matériel génétique, il y a le gène qui code pour
Enfin, le gène, c'est de l'ARN, hein, on se comprend, c'est un virus ARN. Donc, il y a le matériel génétique qui code pour la spike, mais le matériel génétique qui code pour tout un tas d'autres protéines qu'on trouve dans ce virus. OK? Et donc, comme je vous disais, l'ARN messager, qui est on va dire, la forme de vaccin la plus répandue maintenant. J'avais publié il y a, oui, c'était en 2022, fin 2021, 2022, deux études sur les vaccins possibles à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de vaccins qui étaient déjà en développement et d'autres qui étaient déjà sortis. Et donc, j'avais publié une revue là sur les possibilités de vaccins avec des protéines recombinantes, et des virus atténués ou morts, avec l'ARN messager, avec même, on parlait même de vaccins ADN. Bon, ça n'a jamais vu le jour, mais il y avait des projets dans ce sens-là. Et donc, tous ces vaccins-là, mis à part une minorité extrême de ces vaccins, notamment un vaccin canadien, notamment, qui n'a jamais vu le jour non plus, tous ces vaccins-là étaient des vaccins à ARN messager. C'est-à-dire, ils ciblaient, majoritairement c'était de l'ARN messager, et en plus, ils ciblaient la spike, que ce soit un vaccin à virus atténué ou un vaccin à protéines recombinantes ou ARN messager, la cible, c'était la protéine spike. Il y avait, comme je vous disais, ce vaccin, je me souviens plus de son nom, mais ce vaccin canadien où on avait ciblé plutôt la protéine de la capside, qui est autre chose que la protéine spike, et apparemment, ça n'a pas marché parce que la protéine de la capside, elle est à l'intérieur et pas à l'intérieur du virus. Il y a une couche autour et donc une membrane autour. Donc, c'était pas très immunogène. Donc, c'était pas un vaccin très utile. Et donc, c'est pour ça que à un moment donné, il y a eu ces vaccins ARN messager. Et donc, c'est l'ARN messager qui code pour, hein, ou qui est traduit, hein, qui code pour cette protéine spike. Et cette protéine spike, elle est différente de la spike virale. Il y a une petite différence. Il y a deux mutations, en fait. Il y a un tableau que je vais vous montrer juste après. Et alors, une des raisons à laquelle on a changé légèrement la protéine spike virale pour faire la vaccinale, c'était de dire que on allait empêcher la protéine spike de se fixer sur les récepteurs ACE2. Donc, pour pas que ça soit comme la protéine virale où ça vient se fixer directement. Donc, on avait modifié, si vous voulez, l'affinité de cette protéine spike vaccinale, donc avec le récepteur ACE2. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était le cas. Donc, on disait, on bloquait la protéine dans une configuration pré-fusion, c'est-à-dire ça ne fusionne pas avec la cellule. Mais vous allez voir que c'est inutile. Après, je vais vous expliquer pourquoi c'était inutile. Mais en même temps, c'est plus que inutile, c'est que ça a modifié la durée de vie de la protéine spike. Donc, la spike vaccinale, en réalité, a une durée de vie qui est très longue comparée à la spike virale. Et ça pose un souci ici, puisque la spike virale se dégrade au bout de quelques semaines, il y en a presque plus, sauf ceux chez qui ça s'est intégré dans le génome des cellules souches. À ce moment-là, si c'est dans le génome des cellules souches, ces personnes-là vont pouvoir exprimer la protéine spike tout le temps, parce que c'est maintenant dans les cellules souches. C'est le cas pour... voilà, c'est rare, mais c'est le cas. Je parle de la protéine virale. La protéine spike vaccinale, eh ben, elle a plus de chances de faire ça, puisqu'elle reste beaucoup plus longtemps. OK? Ben, vous avez quelques études ici qui expliquent un peu la durée de vie de cette protéine spike, mais ce ne sont pas des études très pertinentes, hein, parce que ça date quand même de 2022. Et 2022, on hésitait encore sur la toxicité du vaccin, la toxicité de la protéine spike et tout ça. Moi-même, j'avais une position différente, hein. Si vous revenez sur certaines vidéos ou articles que j'avais publiés il y a encore 3 ans, euh, j'avais un doute sur le fait que la protéine spike soit toxique. Maintenant, j'ai changé d'avis et je sais que la protéine spike est toxique parce qu'il y a toutes les données pour le montrer. OK? Donc, cette protéine spike, elle est toxique de plusieurs façons. Donc, j'avais aussi publié un article en 2021 déjà sur la neurotoxicité, non pas de la protéine spike, mais du virus. Au final, c'était dû en réalité à la protéine spike, cette toxicité. Et comment ça induisait l'arrêt cardiaque, le virus induisait l'arrêt cardiaque en
en passant la barrière hémato-encéphalique, en passant au niveau du cerveau. Ok, donc il y a ce problème-là au niveau du système nerveux central, parce que la protéine spike vaccinale, elle passe très bien la barrière hémato-encéphalique. Et puis vous avez ce problème d'inflammation systémique, également des problématiques d'origine immunitaire, que ce soit de l'auto-immunité, que ce soit des allergies, que ce soit de la réactivation virale ou autre. Donc il y a toute cette problématique-là liée à la spike. Donc si maintenant vous avez des patients dont ces problématiques-là ont commencé après la pandémie Covid et que ce sont des patients qui se sont vaccinés ou alors qui se sont infectés à plusieurs reprises avec le virus, eh ben, il est fort probable qu'une bonne partie de la maladie vient de là, hein, que ce soit de la protéine spike vaccinale ou le virus. Ok. Donc, ce qu'on observe dans un certain nombre d'études, je vous montrerai tout à l'heure quelques autres études, c'est les troubles menstruels chez la femme. Ça, c'est très associé avec la toxicité de la spike, ce qu'on appelle la spikeopathie maintenant. Vous avez notamment une étude qui a publié, qui a initié, si vous voulez, cette dénomination, la spikeopathie ou la spikeopathie. En anglais, on dit spikeopathie. La spikeopathie, c'est l'ensemble des troubles métaboliques, pas uniquement hormonaux, qui sont dus à cette protéine spike, qu'elle soit virale ou vaccinale. Spikeopathie voilà, pour pas faire une différence entre spike vaccinal ou viral. Ok, donc on a les troubles menstruels, on a la dysfonction thyroïdienne, l'hypogonadisme par exemple, chez l'homme notamment, le diabète, et puis le syndrome de fatigue chronique qui est très très fréquent, lié à soit des douleurs ou pas, la fibromyalgie, lié aussi aux troubles de l'humeur, troubles du sommeil, troubles de la mémoire, dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Voilà, donc il y a tout un tas de problématiques. Et alors, les organes qui sont des organes, on va dire endocriniens, qui sont les plus touchés, sont ceux-là: testicules, ovaires, thyroïde, hypophyse, pancréas et surrénal. En tout cas, c'est ce qui est le plus documenté dans la littérature. Après, on peut avoir aussi des problèmes sur d'autres glandes endocrines. OK? Donc, on revient un petit peu à cette protéine spike. La protéine spike est une glycoprotéine. D'accord? Donc, c'est une combinaison d'un ensemble de sucres et de protéines, d'acides aminés. Elle a un site actif qu'on appelle S1, d'accord? Et qui va se lier à l'ACE2. Et puis, on a un autre site actif qui va se lier à la cellule elle-même directement pour pouvoir fusionner. Parce qu'il n'y a pas que la liaison à la cellule, il y a aussi la liaison de la membrane du virus à la membrane de la cellule pour pouvoir fusionner. Quand ça fusionne, ça fait passer, comme je disais tout à l'heure, le matériel génétique à l'intérieur du virus vers la cellule, donc dans le cytoplasme. D'accord? Bon, ça, c'est un petit schéma pour vous montrer un petit peu. Là, c'est comment le site actif S1 de la protéine spike se lie avec le récepteur ACE2. Okay. Donc, il y a une différence, je vous disais tout à l'heure, fondamentale, structurelle, entre la protéine spike virale et la protéine spike vaccinale. D'accord? Donc, cette grande différence, c'est au niveau des mutations qui ont été introduites dans la spike vaccinale. Donc, on a deux mutations, ce qu'on appelle les deux prolines et les deux P. On a ajouté sur ces deux emplacements successifs. Vous voyez bien que ce sont deux emplacements successifs ici. D'accord? Donc, au niveau de la protéine, le 986e et le 987e acide aminé a été remplacé par une proline. Une proline chacun. Il y a deux. Donc, désormais, il y a dans la protéine spike vaccinale deux prolines successives sur cet emplacement-là. Et c'est ça qui a changé la fonction. En réalité, pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour, donc, on dit stabiliser la protéine spike dans une conformation préfusion, c'est-à-dire d'empêcher la protéine spike vaccinale d'être utilisée par le virus, si la personne est infectée, d'être utilisée par le virus pour fusionner avec la cellule. C'était ça l'objectif, d'accord? Et donc, du coup, empêcher la protéine spike d'interagir avec le virus et de faciliter son passage dans la cellule. C'est l'objectif. Or, le problème qui se pose ici, c'est que
cette partie-là, ces deux emplacements au niveau de la protéine spike, sont deux emplacements clés pour pouvoir dégrader la protéine spike. Donc, quand on a modifié les acides aminés dans ces deux emplacements-là, on a mis deux prolines successives, là, la protéine spike vaccinale est devenue beaucoup plus résistante. Beaucoup plus résistante veut dire beaucoup plus immunogène. Pourquoi on l'a laissé comme ça? On savait déjà que ça va se dégrader moins vite en tout cas. Pourquoi on a laissé quand même? C'était en fait en disant que, bon, si ça se dégrade moins vite, ça veut dire que ça reste plus longtemps, et si ça reste plus longtemps, bah, c'est plus immunogène et le vaccin est plus efficace. En réalité, c'était ça le raisonnement. Sauf que quand ça reste plus vite, plus lentement, plus longtemps, quand ça reste plus longtemps et que ça ne se dégrade pas plus vite comme la protéine virale, spike virale, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, ça a plus de chances d'être rétrotranscrite, cet ARN messager, plus de chances d'être rétrotranscrit et d'être intégré au niveau de l'ADN. Et donc, toute l'hypothèse de base de travail qui était fausse, c'est de dire l'ARN messager ne peut pas se rétrotranscrire et s'intégrer dans l'ADN. Et qu'il n'y avait que les virus à ADN où il y avait ce risque-là. Et donc là, on avait vérifié cette hypothèse-là maintenant, et on sait que c'est une hypothèse qui est fausse et qu'il y a une partie, c'est pas, voilà, c'est pas la majorité de l'ARN messager qui se rétrotranscrit. Vous avez une petite partie qui se rétrotranscrit. Et si cette petite partie se rétrotranscrit dans une cellule souche, eh ben, c'est une intégration dans l'ADN qui est définitive, parce que la cellule souche ensuite va donner, à chaque fois se différencier, donner des cellules matures qui contiennent la spike et donc qui vont exprimer la protéine spike. Okay, c'est pour ça que 3 ans plus tard, vous avez encore des personnes qui expriment la protéine spike. Vous dosez la spike, vous dosez les anticorps anti-spike, vous les avez toujours. OK? Donc, ces vaccins ARN messagers, comme je vous disais, ils ont une certaine efficacité au niveau de l'effet immunogène, mais ils ont une certaine toxicité. L'autre problème de ce virus-là, SARS-CoV-2, et des coronavirus en général, c'est que la protéine qui est immunogène, donc qui donne l'effet du vaccin, c'est la protéine toxique. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les virus. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. En fait, la protéine qu'on va cibler et qui sera la protéine qui va donner l'effet d'immunisation, donc qui est immunogène, n'est pas nécessairement la protéine ou les protéines qui donnent l'effet toxique du virus. Or, ici, c'est le cas. En fait, c'est la même protéine immunogène qui est aussi la protéine toxique. Et c'est ça le vrai problème. Donc, si on fait un virus à base de un vaccin à base de la protéine de ce virus, eh ben, ça vous donne un effet toxique du vaccin, réellement. OK? Bon, là, ça explique comment la protéine spike virale pénètre. Donc là, on a compris, hein, on a dit la protéine spike. Ce que vous voyez ici en rouge autour, ça représente la protéine spike. C'est ce qu'on appelle la protéine de pointe. Donc, cette protéine spike-là se fixe sur le récepteur ACE2 et ce récepteur ACE2, ensuite, ça a un autre, sans rentrer trop dans les détails, il y a un autre emplacement, ce que je vous disais tout à l'heure, le site actif S2, qui vient se mettre sur un autre récepteur, et là, il y a une fusion complète de la membrane, comme vous voyez ici, un relargage de matériel génétique à l'intérieur. Maintenant, la protéine spike vaccinale, eh ben, là, c'est enveloppé dans des nanoparticules de lipides. En fait, c'est des sortes de liposomes, mais qui sont extrêmement petits, d'accord? C'est des nanoparticules. Et donc, la protéine spike est à l'intérieur. Alors, c'est des phospholipides, hein. C'est une technologie un peu différente, mais qui ressemble un petit peu à la technologie de microencapsulation qu'on a dans les compléments alimentaires, par exemple. Vous voyez? Et donc, ces phospholipides-là vont fusionner. C'est des nanoparticules de phospholipides qui vont fusionner avec la membrane facilement, et la protéine spike vaccinale passe à l'intérieur. D'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'ils ont changé la conformation de la protéine pour éviter la fusion, pour que ça soit utilisé par le virus, pour que ça ne soit pas utilisé par le virus, ça aurait pu être intéressant parce que ça aurait pu diminuer aussi la pénétration de la protéine spike à l'intérieur des cellules. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin que cette protéine spike soit détectée par le système immunitaire, que les cellules dendritiques la présentent aux autres cellules du système immunitaire, et que ça déclenche une réponse humorale. Okay, mais là,
Le souci avec ça, c'est que ça a été enveloppé dans des nanoparticules de lipides, et donc c'est comme si on n'avait rien fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on va voir que cette modification au niveau de la mutation des deux prolines successives, là, ça n'a pas servi à grand-chose, puisque la spike pénètre quand même dans n'importe quelle cellule. OK? Et ça traverse très bien la barrière hémato-encéphalique. Donc ça fait la même chose au niveau des neurones. OK? Bon, ça, c'est quelques études qui expliquent un peu ces principes-là. OK? Le fait que ça s'associe avec comme on a dit, ça fusionne avec la membrane, ça fait passer la protéine spike à l'intérieur massivement, à l'intérieur de n'importe quelle cellule, et y compris donc les cellules les cellules des glandes endocrines. OK? Donc, on peut avoir ce principe dont je vous ai parlé maintenant, que j'ai expliqué, par la protéine spike vaccinale, comme on peut l'avoir par la protéine spike virale. C'est juste que la protéine spike virale, elle est limitée. Quand il y a une infection, la protéine spike virale se dégrade assez rapidement, au bout de voilà, quelques jours, maximum 2, 3 semaines, c'est terminé, il n'y a plus de charge virale, il n'y a plus de charge en spike. Mais il est possible que quelqu'un qui s'est fait infecter plusieurs fois, ben là, ça augmente la chance qu'on ait le même phénomène qu'avec la protéine spike vaccinale. OK? Bon, ça, c'est une étude sur la distribution de la protéine spike au niveau des différents tissus. Vous avez cette étude-là. OK? Bon, là, c'est juste une explication sur le phénomène immunogène, etc., et ce qui est documenté, comment ça crée. Ça passe par notamment les récepteurs TLR, les Toll-like receptors, qui déclenchent ensuite la production de cytokines pro-inflammatoires. Donc, on peut avoir, comme je vous disais, aussi des atteintes systémiques, hein, pas uniquement au niveau de tel ou tel organe. On peut avoir des atteintes systémiques, même des pathologies auto-immunes qui se déclenchent à cause de ça, ou de l'auto-immunité non conventionnelle également. OK? Et donc, ici, vous avez, alors, vous voyez ici le récepteur ACE2, ici, c'est le récepteur sur lequel se fixe le site AS1 de la protéine spike, et vous avez cette protéine de surface également, qu'on trouve dans les cellules, sur laquelle se fixe le S2, le site actif de la protéine spike S2. Et donc, qu'est-ce que ça donne en réalité? Ben, ça donne des troubles au niveau de différentes glandes endocrines que vous voyez ici, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est des exemples ici qui sont illustrés dans la littérature scientifique. Okay. Encore une fois, ça ne veut pas dire que puisqu'il n'y a pas d'études sur tel organe ou telle glande endocrine, qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Le principe est toujours le même. Donc, théoriquement, la protéine spike peut atteindre n'importe quel tissu, n'importe quel organe. Donc, ça diminue la testostérone, ça augmente l'inflammation testiculaire, ça crée des troubles du cycle, comme on a dit, ça diminue l'hormone antimullérienne, crée des réponses auto-immunes au niveau de la thyroïde, ça perturbe l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ça crée des diabètes, d'accord? Diabète de novo, donc c'est un diabète qui est dû à un processus auto-humain déclenché par la protéine spike, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que c'est un diabète type 1, parce que diabète type 1, on est avec la prédisposition de diabète type 1. Ça atteint l'enfant. Là, ça atteint l'adulte. Donc, c'est une réponse auto-immune qui déclenche un diabète. Ça crée aussi de la fatigue, là, au niveau des surrénales. Ça perturbe l'axe corticotrope. Ça ralentit la production de cortisol, etc. OK? Bon, ça, c'est juste un récapitulatif un peu de ce qu'on a dit. Alors, les thyroïdites auto-immunes sont assez fréquentes, notamment le BASDO. Euh, Quand je dis c'est assez fréquente, c'est pas une personne sur deux, n'est-ce pas? Mais si vous prenez les thyroïdites BASDO avant Covid et post-Covid, ben, la prévalence a augmenté fortement. D'autant plus que vous avez aussi les thyroïdites d'Hashimoto, hein, qui peuvent se déclencher à cause de la protéine spike. Donc c'est vraiment un vrai problème, surtout en termes d'auto-immunité, en termes de réactivation virale. Euh, Tout en sachant que la Tunisie, c'est le premier pays
en termes de prévalence de thyroïdite d'Hashimoto, hein. Tout pays confondu. C'est le premier pays. Euh, OK, donc les mécanismes, c'est le mimétisme moléculaire parce que la protéine spike, elle ressemble à beaucoup de protéines cellulaires et mitochondriales. Il y a plus d'une quarantaine de protéines cellulaires et mitochondriales dont certains fragments ressemblent à des fragments de protéines spike. Donc ça, c'est le mécanisme du mimétisme moléculaire. Et puis, on a aussi des suractivations lymphocytaires qui peuvent aussi créer ces réponses auto-immunes et chacun va avoir ça en fonction de sa prédisposition. OK? On a parlé aussi au début des troubles menstruels chez la femme et des problèmes de fertilité. Les problèmes de fertilité concernent l'homme et la femme. Je me souviens déjà en 2020, c'était encore avril ou mai 2020, c'était le tout début. On avait déjà deux études publiées, non, pardon, une étude publiée et une autre en préprint, c'est-à-dire qui n'a pas été encore reviewée, qui alerte sur, pas sur la protéine spike à l'époque, hein, on ne savait pas grand-chose là-dessus, mais qui alerte sur l'infection Covid et la baisse de la fertilité. Il y avait déjà deux études au tout début. Et c'était des études qui s'appuyaient sur des données anciennes sur le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV, les autres, deux autres coronavirus anciens. Et donc, il faisait une analyse là sur la structure de la protéine spike dans ces virus-là, etc. Ils avaient conclu que ça pouvait, avec la protéine spike, avec la protéine de la capside, etc., que ça pouvait diminuer la fertilité. Et c'était à l'époque, c'était des études chez l'homme, hein, la fertilité chez l'homme déjà. Donc c'est assez connu, c'est relativement connu ce genre de problématiques liées à la fertilité. Les troubles menstruels, c'est dû à des perturbations au niveau des ovaires, au niveau de la production d'œstrogène et de progestérone. En réalité, ça bloque la production d'œstrogène et de progestérone au niveau des ovaires, cette protéine spike, surtout la vaccinale. OK? Donc là, c'est un récapitulatif et surtout en termes de fréquence, si vous voulez. Donc, les problématiques liées à ces glandes endocrines et leur fréquence réelle. Donc là, les atteintes au niveau des ovaires, ce qui explique les troubles menstruels très fréquents, ben, c'est quand même une fréquence assez élevée, hein, c'est 20 à 30%. 20 à 30% des femmes qui ont été ou vaccinées ou infectées euh, par le Covid ou les deux ont développé des troubles menstruels. Alors là, c'est un peu de tout, c'est-à-dire des troubles menstruels qui sont ponctuels ou transitoires, et ça inclut aussi les troubles menstruels qui ont persisté, et ça inclut aussi l'induction d'une préménopause, même chez des personnes, des femmes assez jeunes. Donc ça inclut tout ça. Mais si on prend tout ça, c'est autour de 20-30%, donc ce qui est vraiment quand même très fréquent. OK? Donc réversibilité ici, c'est est-ce que voilà, le déséquilibre, le trouble est réversible ou pas. Donc là, c'est souvent réversible. Parce qu'il y a des choses à faire, on arrive à relancer la production des hormones féminines, etc. Au niveau des testicules, diminution de la spermatogénèse, qui est selon les études transitoires et qui est relativement rare, d'accord? Au niveau de la thyroïde, les thyroïdites, surtout base d'eau, mais Hashimoto aussi également, ok? Dans les études, c'est relativement rare, mais en pratique, c'est pas aussi rare que ça. Et ça peut être plus ou moins définitif. Et la plupart du temps, de ce que moi j'ai vu, c'est assez définitif, hein. Parce qu'il y en a qui ont des anticorps, et je parle des thyroïdites qui sont déclenchés par la spike. Et quand on fait un protocole de détoxification de la spike, les anticorps reviennent à la norme, en tout cas diminuent, et il n'y a plus de problème au niveau de la production d'hormones thyroïdiennes. OK? On a aussi un hypopituitarisme qui touche, le panhypopituitarisme qui touche, on va dire, toutes les, toutes les hormones centrales en réalité, toutes les hormones produites par l'hypophyse. Ça, c'est très rare, c'est documenté dans une seule étude et c'est très rare. Mais ça existe. Et puis les surrénales, on peut avoir aussi des réponses auto-immunes au niveau des surrénales qui sont également rares. Ok. Donc là, je vous parle des atteintes les plus graves. Ok, donc les mécanismes, le principal mécanisme, c'est le mimétisme moléculaire. Comme je vous disais, la protéine spike, ça contient des fragments de protéines, des fragments protéiques à l'intérieur.
qui ressemble beaucoup à plus d'une quarantaine de protéines, euh, de protéines cellulaires et mitochondriales. Ok. Et donc, ça crée aussi des réactivations virales et ça suractive aussi les lymphocytes, qui créent aussi de l'inflammation autour de ça. Ok. Donc, de l'inflammation, ça c'est systématique. Alors, on se souvient là des chocs cytokiniques dus à l'infection Covid. Ça, les chocs cytokiniques, maintenant, il y a une explication très plausible. Alors, qui reste aussi une hypothèse, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de détailler ça. C'est que le SARS-CoV-2 est un puissant réactivateur viral. Et donc, en fait, chez la personne qui a déjà des virus qui sont présents, herpès, Epstein-Barr, cytomégalovirus, etc. Donc, ça les réactive. Ça les réactive fortement. Et quand ça se réactive d'un coup, le système immunitaire, il panique et il crée une surproduction de cytokines et un choc cytokinique. OK? Donc, la réactivation virale, comme je vous disais, il y a vraiment voilà, un vrai sujet derrière ça. La réactivation virale et spikeopathie, ça peut faire même partie d'une longue conférence. J'en avais parlé un petit peu dans de précédentes conférences et dans une ancienne conférence aussi. Ok. Et donc, ces réactivations virales, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la boucle est bouclée puisque ces virus-là, ils sont cancérogènes et ils sont immunogènes. Ça crée de l'auto-immunité. Une grande partie des réponses auto-immunes non conventionnelles sont dues justement à ces virus qui sont immunogènes, qui sont fortement immunogènes et qui augmentent aussi le risque de cancer. OK? Donc, tout ça crée de la fatigue, crée de la fibromyalgie, crée des atteintes du système nerveux, des atteintes donc, surtout au niveau de l'hypothalamus, ce qui déséquilibre tout. Là, ça va créer des troubles de la mémoire, ça va créer de la neuroinflammation, ça prédispose à des pathologies neurodégénératives, etc., etc. Donc, ça perturbe en fait la signalisation au niveau de l'hypothalamus. OK? Donc, globalement, ce que l'on sait maintenant, c'est que la spike, qu'elle vient de l'infection ou de la vaccination. Alors, pourquoi on parle d'infection alors que maintenant, pandémie Covid, ça fait maintenant des années. Du moins, les souches les plus virulentes du virus, ça fait quand même un certain nombre d'années. Ben, comme je vous disais, il est possible que chez certaines personnes, cette protéine spike virale se soit intégrée dans l'ADN. C'est-à-dire l'ARN du virus, ça soit rétrotranscrit et intégré ensuite dans l'ADN. Ce n'est pas une possibilité théorique. En pratique, il y avait un laboratoire dont je me souviens plus du nom, un laboratoire allemand, il y a presque 2 ans maintenant. Ils ont créé une analyse très intéressante d'ailleurs. C'était pas extrêmement cher comparé à d'autres analyses. Bon, ça coûtait quand même entre 80 et 220 euros. Mais c'était une analyse qui permettait non seulement de détecter la protéine spike dans différents tissus, donc on pouvait l'analyser dans le sperme, dans les matières fécales, dans les urines, dans le sang et en intra-érythrocytaire. Et donc, non seulement ça permettait de voir la protéine spike, où est-ce qu'elle se situe, quel est son taux avec ses anticorps, hein, la protéine spike avec ses anticorps, dans quel endroit, mais ça permettait aussi de distinguer si c'était une protéine spike virale ou vaccinale. Bon, cette analyse n'existe plus maintenant. Apparemment, le laboratoire a eu des problèmes. Et donc, ils ont arrêté cette analyse. Mais elle a bel et bien existé pendant presque 6 mois. Pendant presque 6 mois, le laboratoire faisait cette analyse-là. Et j'avais des collègues qui faisaient faire ces analyses-là chez pas mal de patients voilà, chez qui ils suspectaient un problème lié à la protéine spike. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il est très fréquent de trouver des taux de spike viral, vaccinal, n'en parlons pas, mais viral, avec ses anticorps. Des taux élevés, comme si la personne était infectée il y a 2 jours, alors qu'elle n'a aucun signe d'infection, rien du tout. Et donc, la protéine spike vaccinale, pareil. On peut maintenant doser chez quelqu'un qui a probablement des troubles hormonaux, des problèmes de mémoire, tout ça. On peut doser, la protéine spike, on peut la retrouver à un taux élevé avec des anticorps.
OK? Donc, en général, quand on a des anticorps anti-spike, c'est qu'il y a forcément un processus auto-humain qui est en cours. Parce que la spike, comme je vous disais, quel que soit le fragment pour lequel l'anticorps a été synthétisé, ce fragment-là a un équivalent ou plusieurs équivalents au niveau des protéines cellulaires et mitochondriales. Donc, cet anticorps va attaquer à la fois la cellule ou les mitochondries et la spike. OK? Donc, les deux protéines spike peuvent donner les effets qu'on avait décrits, les deux. Voilà, donc ça c'était un peu la présentation sur la protéine spike et les troubles liés aux hormones. Comme je vous disais, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. C'est un sujet qui est d'actualité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé, donc avec l'ATSM, d'organiser la deuxième édition du Congrès international de micronutrition sur cette thématique-là. Pas pour vous parler du Covid, euh, pas pour vous parler de l'infection Covid, des répercussions du Covid, de la prise en charge du Covid. Ça, c'est bon. C'est-à-dire, il y a plus de problèmes très sérieux par rapport à la pandémie Covid. C'est surtout pour parler de ce Covid lent, de ce syndrome post-Covid, qui est maintenant un vrai problème d'actualité. Je suis sûr que dans les prochaines années, on va en entendre parler, parce qu'il y a un certain nombre de pathologies dont la prévalence va augmenter à cause de cette spikeopathie, notamment des pathologies neurodégénératives. Ça met du temps hein, pour arriver, ces choses-là. Des cancers, des troubles auto-humains, on les a déjà. L'année passée, c'était la première édition du Congrès international de micronutrition. On avait fait ça sur la thématique de l'auto-immunité. Certains d'entre vous étaient là. Et j'avais présenté dans une des conférences qui préparaient à cette première édition, j'avais présenté notamment euh, une conférence sur l'auto-immunité non conventionnelle et la protéine spike. J'avais présenté une des études qui répertoriait plus de 120 syndromes auto-humains, syndromes et maladies auto-immunes liés potentiellement à la protéine spike. Donc en fait, on va en entendre parler de plus en plus. Les problèmes de fertilité. Les problèmes de fertilité, ça apparaît sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est un sujet d'actualité. Ce qu'on appelle le Covid lent, mais le Covid lent, c'est pas une vraie appellation qui représente réellement le problème. Je pense que la dénomination qui était proposée dans cette étude qui était publiée il y a encore un an et demi, je crois, c'est la dénomination là, qui représente le vrai problème ici, c'est la spikeopathie. La spikeopathie, c'est un problème de spike. C'est pas nécessairement que le Covid. Donc il y a le vaccin qui pose problème, le vaccin à ARN qui pose problème. Voilà, donc si certains d'entre vous sont intéressés par ça, je vais vous montrer un petit peu le panel d'intervenants. Donc c'est le 13 et 14 décembre 2025. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site atsm.tn, atsm.tn. Vous avez toutes les infos, d'accord? Il y a le site atsm.site, et ça c'est le site de l'association ATSM. Là, pour s'inscrire au congrès, c'est atsm.tn, ok? Vous avez donc un panel d'intervenants qui regroupe des experts venus de différents horizons. Donc, vous connaissez le professeur Oumouna, qui avait intervenu lors de la première édition, qui est un éminent immunologue algérien. Professeur Zamali, qui est notamment membre de la Société tunisienne d'immunologie, qui va également intervenir. Et vous avez aussi le docteur Lucie Ouetchoko, qui avait déjà intervenu. Les deux organisateurs, docteur Alafia et moi-même, va aussi intervenir. Et puis, vous avez également, pour la première fois en Tunisie, donc le docteur Bruno Donatini, qui est le spécialiste francophone du microbiote. Donatini, c'est l'expert absolu du microbiote. Euh, c'est un gastro-entérologue qui a étudié toute sa vie, toute sa carrière, le microbiote intestinal, le microbiote buccal, les réactivations virales. C'est le médecin qui parle le plus de réactivation virale, donc qui va nous parler également de, de la prise en charge de la sphaïcopathie par rapport à son approche. Vous allez voir, c'est une approche très particulière, celle de Donatini. Docteur, professeur Chaukri, qui est infectiologue également. Euh, Professeur Castronovo, donc, qui va venir aussi intervenir notamment sur
le système nerveux, les atteintes liées au système nerveux et la protéine spike et comment les prendre en charge. Vous avez Jenny Christensen, qui est une Canadienne, enfin une scientifique canadienne, qui est spécialiste des métaux lourds, qui va nous parler du lien spikeopathie métaux lourds. Donc il y a un lien très évident entre l'accumulation des métaux lourds et l'intoxication en métaux lourds, pas uniquement par rapport à l'exposition, mais par rapport à la susceptibilité de la personne d'accumuler les métaux lourds, qui est amplifiée par cette protéine spike. Vous avez également le professeur Philippe Imbert, qui est un professeur de dermatologie et de médecine interne très connu en France pour son approche intégrative très particulière aussi. Donc, c'est un des grands spécialistes du microbiote aussi et surtout des parasites et qui va aussi venir nous parler de son approche très particulière aussi dans la prise en charge de la spikeopathie. Vous avez le docteur Rézimant également, qui est une approche également très particulière, et le grand docteur Jean-Paul Curté, qui sera aussi avec nous et qui va aussi nous présenter son approche dans la prise en charge du Covid lent. OK, donc vous trouverez toutes les infos, le programme, ça c'est un pré-programme, ce qu'on a déjà dans le site maintenant, c'est un pré-programme. Ça va probablement légèrement évoluer dans le temps et ça va être mis à jour en fait, d'accord? Parce il y a certaines choses ça changera pas beaucoup, mais il y a certaines choses qui vont être modifiées, pas par rapport aux intervenants, mais par rapport juste aux thématiques. Il y a des petits ajustements à avoir puisque là, c'est un congrès formation. En réalité, c'est une formation. Le, ce qu'on va présenter ici au cours du congrès, c'est une formation qui sera reconnue notamment comme l'année passée, par des organismes, notamment l'IGNAS. Donc, c'est une vraie formation en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on va ajuster un petit peu les thématiques pour que ce soit des thématiques complémentaires. Donc, vous trouverez toutes les infos sur le site atsm.tn, soit par rapport aux intervenants, au programme, aux modalités d'inscription, pratiques, aux tarifs, aux réductions, tout ça. Donc, vous trouverez sur le site. Donc, vous pouvez déjà vous préinscrire, d'accord, pour déjà réserver votre place, parce qu'on a déjà pas mal d'inscriptions hein, maintenant. On n'a même pas communiqué encore sur l'événement, et on a déjà quand même un certain nombre d'inscriptions. Donc, ça va se remplir assez vite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à la limite vous préinscrire. Si vous avez besoin d'informations, vous avez tous les contacts à contacter. Vous pouvez contacter la TSM sur sa page Facebook. Vous pouvez contacter aussi directement les organisateurs sur le site pour poser des questions. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à la limite vous préinscrire pour réserver au moins temporairement votre place. Donc, alors je vois qu'il y a des questions, justement, c'est pour ça que j'ai fait un peu vite au niveau de la présentation du congrès pour passer aux questions. Oui, qu'on fait comme d'habitude, c'est enregistré, c'est pour ça que c'est enregistré, c'est enregistré. Après, vous allez recevoir le mail avec l'enregistrement, le replay. Euh, Est-ce que le vaccin russe a les mêmes effets? Plus ou moins, oui. Alors, on ne sait pas trop parce que le vaccin russe n'a pas été commercialisé à grande échelle. D'accord? Mais il y a deux types de vaccins russes, hein. Et les Russes, ils ont développé un vaccin à virus atténué qu'ils n'ont pas beaucoup commercialisé d'ailleurs, hein. Et à l'époque, au tout début, on parlait aussi d'un vaccin à protéines recombinantes russe et qui n'a pas vu le jour. Et puis, il y a un vaccin ARN aussi russe. C'est pas que c'est russe ou chinois ou quoi. Ça dépend pas du pays où ça a été fabriqué, en fait. Ça dépend juste de la technologie ARN messager. Et là, vous avez notamment l'inventeur de la technologie ARN messager, le docteur Robert Malone, qui est depuis maintenant 2 ans, qui parle tout le temps et qui écrit des articles et qui sort dans les médias, qui fait des vidéos, etc., pour alerter sur la toxicité de ce vaccin ARN messager, et en parallèle d'alerter sur les usages de cette technologie ARN messager dans d'autres vaccins.
et dans d'autres utilisations. Donc, c'est la technologie en elle-même, en réalité, de l'ARN messager qui n'est pas très bien maîtrisée. Ok. Je vous rappelle que euh, le vaccin ARN messager, que c'est la première fois où on produit un vaccin avec cette technologie-là, et que c'est pas juste la première fois où on produit un vaccin avec cette technologie, que c'est un vaccin où on n'a pas eu de phase 4 et la phase 3 a été extrêmement courte. Et dans certains pays, la phase 3 n'existait pas. On avait fait la phase 2 et on avait commercialisé le vaccin alors que la phase 3 était en cours. Ok. Donc ça, c'est un élément très important. Et qu'à l'époque, on disait, c'est une urgence majeure, c'est une pandémie, on est obligé de faire ça. Oui, bon, on est obligé de faire ça, d'accord, on l'a fait, et maintenant, il y a les conséquences de ça. Bon, après, je ne dis pas, c'est des décisions importantes, c'est plus facile de rester comme ça, assis dans une chaise et de critiquer. C'est des décisions importantes. Donc, les décideurs ont dû prendre des décisions. Voilà. Donc, il y avait pas, dans une telle situation, il n'y avait pas une mauvaise et une bonne décision. Il y a juste des décisions qui sont prises et puis il y a des conséquences ensuite. Et ça, c'est partout dans tous les pays du monde qui ont imposé le vaccin. Ben, ça a donné ces conséquences-là. Là, ce qu'on a vu, c'est rien du tout. Là, c'est des petites choses, c'est rien du tout. Il y a des choses beaucoup plus graves avec le vaccin. Moi-même, j'ai eu un patient qui a 10 ou 11 ans, un enfant, là, qui, quelques jours plus tard après le vaccin, euh, il a eu une sorte de paralysie et au final, plus tard, c'était le syndrome de Guillain-Barré. Alors, ces cas-là sont extrêmement rares, mais c'est un cas. Voilà, cet enfant-là est maintenant paralysé. Il est en chaise roulante. Euh, bon, je vois que. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne vois pas d'autres questions, Eric. Ouais, bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, ben, je vous invite à vous connecter sur atsm.tn et à vous inscrire au congrès pour ceux que la thématique intéresse. Et restez connectés parce qu'il y aura quelques autres conférences de ce type-là en préparation au prochain congrès. Voilà. Merci donc pour votre attention. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça a été un plaisir. Merci et donc à la prochaine. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Très belle soirée. Merci.